Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart de midi et demi à 13h tout d'abord afin de faire le point à la mi-journée sur les marchés financiers, puis la grande édition le soir de 18h30 à 19h30 pour revenir sur l'actualité financière du jour mais aussi pour décrypter les grands enjeux de marché. Au sommaire de cette édition et de cette journée boursière, les investisseurs découvriront tout d'abord le livre beige de la Fed ce soir à 20h en prévision de sa prochaine réunion de politique monétaire qui se tiendra les 15 et 16 juin prochains. Les investisseurs qui seront donc attentifs au programme de celle-ci avec toujours cette crainte d'un éventuel tapering à la suite notamment du chiffre de l'inflation du mois de mai qui ressort à 3,1% dans sa version core aux États-Unis. On se demandera en plateau si l'inflation reste un risque aujourd'hui ou s'il faut plutôt regarder du côté de l'emploi et dont le rapport du Bureau of Labor Statistics sera d'ailleurs publié vendredi pour le mois de mai. À suivre également aujourd'hui les cours du pétrole qui continuent de progresser avec un baril de Brent aux alentours des $71 et un WTI aux alentours des $68 alors que l'OPEP+ a décidé hier de se conformer à une décision prise en avril dernier et d'augmenter progressivement sa production pour le mois de juillet. On note que le ministre saoudien du pétrole a même estimé que la demande montre des signes clairs d'amélioration. Les cours du pétrole qui soutiennent ceux de Total Energy aujourd'hui malgré son nouvel axe stratégique annoncé il y a quelques jours. Le groupe énergétique qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée dans un marché parisien relativement calme. Et on note enfin que du côté des actualités valeurs que le groupe Bouygues a annoncé ce matin céder la quasi-totalité de sa participation dans Alstom. Bouygues qui possédait près de 3% du capital du constructeur ferroviaire et qui après la cession de 11 millions d'actions ne conservera plus que 0,16% du capital de l'entreprise. Une annonce qui fait légèrement progresser Bouygues tandis que Alstom hésite après avoir légèrement progressé à l'ouverture. On note que le prix de vente est légèrement inférieur au dernier cours de clôture d'Alstom, à savoir 45,35 €. Le CAC 40 qui à la mi-journée oscille aux alentours des 6500 points. Smart Bourse, c'est parti. Et on retrouve tout de suite Alix Nguyen qui nous résume les actualités boursières du jour au cœur de la salle des marchés de Bourse Direct. La bourse de Paris se stabilise à la mi-journée. Wall Street, de son côté, a clôturé en ordre dispersé. Malgré le niveau élevé des marchés américains, la volatilité y a progressé, la traduction d'une certaine prudence des investisseurs. Ce soir, après clôture des marchés européens, les investisseurs prendront connaissance du livre beige de la Fed. Il donnera la tonalité quant à la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine les 15 et 16 juin prochains. Les membres de la Fed qui jusqu'alors se succèdent afin de rassurer les marchés sur les risques de poussée inflationniste tout en prévenant qu'elle sera moins accommodante compte tenu de la reprise. Aussi et toujours du côté des statistiques en Allemagne, le gouvernement anticipe une croissance 2021 entre 3,4% et 3,7%. Le pétrole continue de monter sous l'effet de la décision des pays de l'OPEP et de leurs alliés qui, face à une consommation mondiale en hausse, ont décidé d'augmenter leurs exportations. Du côté des valeurs à présent, Bouygues a cédé 11 millions d'actions Alstom, ce qui représente 2,96% du capital social du constructeur ferroviaire au prix de 45,35 € par action, soit un montant total de 499 millions d'euros. Placement au sortir duquel Bouygues conservera 0,16% du capital social d'Alstom. Hier, la Commission de régulation de l'énergie a démenti les accusations affirmant que Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d'électricité. Le chiffre selon lequel l'impact de Linky s'établirait à 15 € par an sur la facture du consommateur serait donc infondé. Et puis HRS, le concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, bénéficie de la cession d'un terrain de 2,6 hectares à Champagné. Celui-ci accueillera son futur centre de production et de recherche, soit l'un des plus importants d'Europe en matière d'hydrogène à l'horizon 2022-2023.
Ipsen va racheter au cours des 6 prochains mois 500 000 de ses propres actions, soit environ 0,6% de son capital social. Ces actions seront destinées à la couverture du programme d'attribution d'actions aux salariés et à la couverture du nouveau plan d'actionnariat salarié. JC Decaux lance son offre programmatique en France à partir du mois de juillet. Les mobiliers digitaux du groupe dans les environnements urbains et aéroportuaires seront progressivement disponibles à l'achat programmatique via la marketplace View. Et puis enfin, Korian a confirmé la finalisation de l'acquisition d'Ita Salud Mental auprès de Magnum Capital. Le groupe est spécialisé dans la santé mentale. Il est le 3e acteur en Espagne en nombre de lits et 2e en termes de chiffre d'affaires. Voilà, c'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Alix Nguyen que vous retrouverez à 14h55 puis à 18h30 sur Bismart pour vous donner les dernières actualités boursières de la journée. Nous sommes à présent en plateau avec Éric Lafrenière. Bonjour Éric. Bonjour. Gérant senior et responsable du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion. Et à côté de vous, Patrick Guérin. Bonjour Patrick. Bonjour Nicolas. Directeur de la gestion chez Bordier et compagnie à Paris. On va commencer avec vous, Éric Lafrenière, et on va parler des marchés américains. Et 2 grands rendez-vous aujourd'hui aux États-Unis, enfin cette semaine aux États-Unis. Donc la publication du livre beige de la Fed ce soir à 20h et le rapport sur l'emploi vendredi pour le mois de mai. Ces 2 grands rendez-vous, quelles questions ils posent et comment est-ce que vous voyez la situation du coup? Est-ce que c'est le moment où on se pose la question si la Fed va commencer à parler de tapering ou c'est encore un peu tôt pour en parler? Bon, déjà, le marché se pose la question depuis quelques semaines déjà. Voire quelques mois. Oui, voilà. C'est quelque chose qui va continuer, je pense, à animer le marché au moins jusqu'à la fin du Q3, début Q4. Donc, on risque d'avoir des effets inflationnistes sur les matières premières. On va avoir des effets de base très forts. On a connu les points bas sans doute sur mai-juin l'année dernière. Donc, en annuel, on risque d'avoir des effets de base assez importants dans les semaines à venir. Et on a bien entendu l'emploi qui continue de poser quelques questions. Après, sur le sujet de l'emploi, on a vu il y a 21 États républicains qui ont mis fin aux aides additionnelles de façon prématurée. Les aides qui restent dans les autres États s'arrêteront à partir d'août. Donc on risque de voir un nombre plus important de personnes qui seront prêtes à reprendre le travail. Et aussi, on voit que les activités au sens large redémarrent. Donc les problèmes liés à la réouverture des écoles pour les parents, etc., vont aussi se dissiper. Et donc on aura plus de personnes qui seront prêtes à rentrer sur le marché du travail et je pense que ces effets inflationnistes, en tout cas ces craintes inflationnistes, devraient diminuer. Si on regarde un petit peu juste avant la pandémie l'année dernière, on avait un taux de chômage très 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 bas aux États-Unis. La fameuse courbe de Phillips que tout le monde attendait ne s'est jamais matérialisée. Je pense qu'on va revenir progressivement Q4 2022 sur des niveaux de croissance aux États-Unis plus en ligne avec l'historique des dernières années. Et donc ces craintes vont progressivement disparaître. Parce que du coup, pour bien comprendre, il y a 2 sujets, inflation d'un côté, emploi de l'autre, où vous liez les 2 sujets dans une même réouverture de l'économie. Les 2 sujets sont plus ou moins liés. On a donc cet effet emploi, en tout cas potentielle hausse des salaires qui est lié au fait que la population ne soit pas nécessairement aujourd'hui toute prête à reprendre l'emploi. Donc, oui, et c'est ce que vous nous dites, c'est parce qu'il y a des aides en fait finalement d'un certain nombre d'États américains qui fait que les gens ne retournent pas encore sur le marché du travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises sont prêtes à embaucher aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas de gens qui postulent. C'est ce que vous nous dites? Les entreprises sont non seulement prêtes, ont besoin d'embaucher aux États-Unis. D'accord, oui, parce qu'on a vu les indices, l'indice ISM aux États-Unis, là, non, alors c'était pour le secteur manufacturier hier. La demande est là, et finalement la question c'est comment est-ce qu'on va délivrer aujourd'hui? Exactement, et même dans la restauration, on le voit aussi, il y a beaucoup de personnes, comme l'économie rouvre beaucoup plus vite qu'on a sans doute attendu, les entreprises ont besoin, les petites et les moyennes et les grandes entreprises recrutent, mais le personnel n'est pas tout de suite prêt à retourner au travail, donc il y a un effet, on doit payer un peu plus cher pour faire revenir les personnes, mais cet effet devrait se dissiper au fur et à mesure que les aides vont s'arrêter, donc en partie dans les États républicains c'est déjà fait, et le reste pour la rentrée.
de septembre. Donc l'arrêt des aides pourrait du coup permettre à l'emploi de continuer à progresser, ou en tout cas au chômage de baisser. L'inflation du coup PCE Core plus 3,1% sur un an au mois de mai. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est toujours un facteur transitoire, c'est une poussée d'inflation transitoire, ou on se dit que ça peut quand même avoir un impact sur la politique monétaire de la Fed? Le marché s'interroge justement sur ce fait. On a eu Madame Breinhardt qui a parlé hier, qui a dit que effectivement les effets inflationnistes qu'on a vus récemment au mois de mai étaient un peu plus forts que ce qu'elle attendait, mais elle continue de croire que ces effets sont transitoires. C'est une membre votante de la Fed. Bien sûr, et oui. moi, je partage quand même cet avis que courant fin Q3, début Q4, ces effets vont se dissiper progressivement et seront plus ou moins totalement dissipés sur 2022. Donc c'est vraiment un effet encore de quelques mois qui devrait donner des opportunités de revenir sur des secteurs qui sont pénalisés. On parlait de la tech tout à l'heure, notamment le secteur de la tech qui est pénalisé par ces craintes d'inflation. Donc à chaque fois qu'on aura un chiffre qui va nous faire un peu peur et que ces valeurs de croissance vont corriger, pour moi c'est une opportunité de remettre un orteil dans le secteur et de reconstituer des positions tranquilles. Alors vous allez nous expliquer ça un petit peu plus en détail. Juste avant, du coup, l'inflation, c'est pas un sujet, c'est juste que même si la Fed tentait de rassurer les investisseurs avant la publication de l'indice PCE Core, mais de manière plus générale, même si c'est plus fort que ce que la Fed attendait, c'est pas un sujet, c'est une question de mois pour que tout ça se régule. Oui, le marché sera sans doute agité si on sort sur des chiffres plus importants, mais je dis pas que pour moi c'est pas un élément de crainte, c'est plutôt une opportunité. Et alors une opportunité qui vous permet d'aller sur les valeurs les plus impactées par ces craintes d'inflation, et notamment les valeurs technologiques qui ont connu une très forte croissance en lien avec la pandémie et qui du coup parfois peuvent accuser des reculs en fonction des craintes inflationnistes que peuvent avoir les investisseurs. Et vous dites que c'est le moment finalement d'y rentrer. Donc si on fait le lien avec les craintes d'un certain nombre d'investisseurs sur la survalorisation de ces valeurs technologiques, vous dites finalement il y a encore des opportunités dans ce secteur. Pour moi, donc, nous, c'est un secteur qu'on avait commencé à sous-pondérer l'année dernière au mois d'août, probablement un tout petit peu trop tôt. On avait complètement quitté les GAFAM sur le Q4. Aujourd'hui, on commence à regarder le secteur. On a commencé à faire une petite liste de valeurs qui nous intéressent, qu'on suit de très près. Et quand on a des corrections de marché, on recommence à très progressivement, à arbitrer une partie de notre très forte surpondération sur les valeurs liées à la consommation discrétionnaire vers ces valeurs de la technologie, justement en prévision du Q3, Q4, qui pour nous devrait être favorable. Q3, Q4, c'est-à-dire que là on a eu les résultats Q1, Q2 pour le coup on n'attend pas une confirmation de ce qu'on a déjà eu à Q1. On aura toujours ces craintes d'inflation sur la fin du Q2, même sur le début du Q3. Donc c'est des opportunités de commencer à créer ces lignes. D'accord, mais de ne pas être encore pleinement investi sur ces valeurs. Ce qu'on a pu voir avec la pandémie, c'est qu'un certain nombre de tendances qui étaient en place ont été accélérées. D'accord. Donc on a été beaucoup plus vite sur certains sujets de digitalisation, entre autres. Donc on parle par exemple du télétravail ou ce genre de choses. Exactement. Mais c'est pas pour ça que ces tendances sont maintenant mortes. Elles vont revenir. Là, on a eu des craintes liées au taux d'intérêt. Donc ce sont des valeurs qui sous-performent cette année. Mais les tendances long terme sont toujours en place. Et donc il faut saisir les opportunités de revenir progressivement sur ces valeurs que nous, on avait délaissées au sein du fonds Richelieu américain. Et alors, sur un élément de contexte un peu global, là, aujourd'hui, on est sur des entreprises qui montrent finalement qu'elles fonctionnent bien aux États-Unis, que l'économie repart. La Fed est toujours accommodante. Donc, on parle des craintes, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas sur un moment particulièrement intéressant sur les marchés financiers aux États-Unis? Et ce, même si finalement les marchés financiers donnent l'impression de consolider quand même depuis un mois, que ce soit le Dow Jones, le S&P 500, le Russell 2000 ou le Nasdaq Composite. Il y a eu une forte progression. Puis là, on est sur un plateau depuis quelques semaines, mais dans un contexte qui a l'air très favorable finalement pour les marchés financiers. Donc le marché respire un petit peu et c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, on a une consolidation du taux 10 ans aux États-Unis. On avait touché un 77,7 de mémoire en intraday au mois de mars. On a replié un petit peu, on consolide. Donc c'est une bonne chose. Ça a permis aux valeurs de croissance quand même de résister et de ne pas entraîner tout le marché à la baisse. Donc un élément positif. Maintenant, je crois que le marché attend de confirmer que cette réouverture continue et se passe bien parce qu'il y a quand même toujours ces craintes liées à divers variants. Et on attend beaucoup, je pense, et pour moi, ça sera l'élément qui donnera la prochaine phase d'accélération du marché. Je pense que les estimations de croissance des bénéfices sur le Q3 et sur le Q4 sont trop pessimistes et devront être revues et le seront sans doute après la publication des résultats du Q2.
Et ça sera un élément je pense, de reprise du marché. Après, si on en parlait également tout à l'heure, si on regarde la performance du marché sur le mois de juin, depuis les années 1970, il y a mois de juin qui s'ouvre là, après 4 mois de hausse, du coup, où on se demande si le mois de juin va signer un 5e mois de hausse consécutif sur les marchés financiers. Exactement. Historiquement, depuis 1970, le marché a rapporté environ 0,11 en juin. D'accord. Par contre, si on regarde... Pas le meilleur mois qu'on peut trouver sur les marchés financiers, du coup. Oui, exactement. Plutôt même l'un des pires. L'un des pires, disons-le. Oui, mais sur les 5 dernières années, si on regarde sur un horizon un peu plus court, on est sur un retour d'investissement à peu près de 1,96%. Donc, on risque d'avoir un mois relativement volatile, voire un été volatile en fonction de ces chiffres d'inflation, mais qui sont pour moi des opportunités de renforcement et de repositionnement pour la fin de l'année. Donc, on sent que donc votre horizon, Éric Lafrenière, c'est plus Q3, Q4, Q2. On va voir un petit peu comment ça se passe. Vous nous avez parlé des valeurs technologiques. Qu'est-ce que vous regardez rapidement aux États-Unis de manière générale et sur les marchés américains au-delà de ces valeurs technologiques? Donc nous, les secteurs sur lesquels on est sous-pondéré, en fait, on a terminé l'année 2020 et amorcé début 2021 en jouant des thématiques liées à la réouverture de l'économie. Dans un premier temps, les matériaux. Et ensuite les financières. Et aujourd'hui, on a arbitré ces positions plutôt sur de la consommation discrétionnaire et des valeurs industrielles. Consommation discrétionnaire qu'on commence en partie à arbitrer vers des valeurs de la tech. Et nous sommes totalement absents aujourd'hui au sein de Richelieu Americas des valeurs liées à la santé. D'accord. Les valeurs liées aux services aux collectivités et très faiblement investis sur la consommation courante. Et en ligne, voire légèrement surpondéré sur les financières, surpondéré industrielles et surpondéré consommation discrétionnaire pour le moment. Merci beaucoup Éric Lafrenière de nous avoir dressé un petit peu ce panorama de votre vision des marchés financiers américains. Je rappelle que vous êtes gérant senior et responsable du fonds Richelieu Americas chez Richelieu Gestion. Et on continue avec vous, Patrick Guérin, directeur de la gestion chez Bordier et compagnie, à Paris. Des tendances qui sont pas forcément identiques, mais quand même assez similaires, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Là, on a parlé des États-Unis. On regarde plus ce qui se passe en Europe. Le mois de mai, mois de hausse sur le CAC 40. 4e mois de hausse sur le CAC 40. Un MSCI World qui est au plus haut. Est-ce que, du coup, on est forcé d'être optimiste aujourd'hui sur les marchés financiers? Il n'y a jamais d'obligation d'être optimiste, mais en tout cas, on a envie d'être optimiste. On a envie d'être optimiste. Et on a de bonnes raisons de l'être. On a la chance de ne pas avoir les mêmes problématiques qu'aux États-Unis, que Éric a rappelé à l'instant. C'est-à-dire que la problématique de l'inflation en Europe, on en parle, mais ce n'est pas en soi un sujet d'inquiétude. Alors, ce n'est pas un sujet d'inquiétude, mais ça revient. Oui, on l'évoque, ne serait-ce que parce qu'on la compare à ce qui se passe aux États-Unis. C'est impossible de faire autrement. Mais pour autant, parce qu'il y a aussi les effets de base qui jouent aussi en Europe comme ils ont joué aux États-Unis. Le prix du pétrole, c'est un des éléments extrêmement significatifs dans l'accroissement de l'inflation. Mais en Europe, j'allais dire malheureusement, on n'a pas de problème d'inflation. Et c'est la raison pour laquelle les taux restent durablement très bas. Les taux européens à 10 ans n'ont vraiment rien à voir avec les taux américains qu'évoquait Eric. On n'est pas sur du 1,50 ou du 1,60. Donc l'inflation à 2% en zone euro au mois de mai, on se souvient de l'objectif quand même de la BCE qui est inférieur, en dessous ou très proche des 2%. Là, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas un sujet parce qu'en fait, c'est lié notamment au secteur au prix de l'énergie. Exactement. Donc je ne crois pas qu'on ait de raison particulière de s'en inquiéter. Ça ne veut pas dire pour autant que les marchés ne sont pas attentifs à ce point. Et qu'en Europe comme aux États-Unis, de ce point de vue, on va avoir, et on a d'ailleurs régulièrement des épisodes de volatilité qui sont liés à ces craintes sur l'inflation actuelle et l'inflation anticipée. Donc on ne peut pas l'ignorer. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc pour l'inflation et de manière générale, donc 4 mois de hausse, un MSCI World au plus haut. Et si on n'a pas ces craintes inflationnistes, on a donc toutes les raisons d'être optimiste, ce que vous nous disiez. Oui, la réouverture de l'économie, l'augmentation des vaccins, j'allais dire enfin en Europe, avec 6 à 8 semaines de retard vis-à-vis des États-Unis, mais on y arrive quand même. On est sur une tendance qui est extrêmement favorable aujourd'hui. Et on a d'ailleurs vu l'opinion qui a complètement basculé en France, complètement. Une partie de l'Europe. On est passé d'un état d'esprit anti-vaccin à un état d'esprit pro-vaccin, donc ça c'est très positif. Et d'ailleurs c'est reflété dans les ISM et dans les PMI qui sont à des niveaux historiquement très élevés
En Europe, on est même d'ailleurs aujourd'hui en train de se dire « ça va trop vite ». Oui, c'est ce que disait IHS Markit lors de la publication dans le secteur manufacturier hier. C'est finalement la question, c'est comment est-ce qu'on va délivrer aujourd'hui. La demande est là. Maintenant, il faut que les entreprises puissent assumer la charge finalement de la demande. Voilà, donc ça c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui partagée par l'ensemble des entreprises et qui ne laisse pas non plus les marchés financiers indifférents. Effectivement, il y a des ruptures de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est normal, c'est lié à une demande qui est extrêmement puissante, avec une offre qui n'est pas tout à fait à la hauteur. Donc il y a un déséquilibre qui va se réguler avec le temps. Oui, voilà, ces tensions d'approvisionnement, parce que c'est quand même un sujet qui est assez récurrent. Alors, on a parlé de la pénurie des semi-conducteurs, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. La Chine, quand elle publie ses indices PMI, fait part de ces tensions d'approvisionnement. En Europe, donc, on est sur des plus hauts en ce qui concerne les indices PMI dans le secteur manufacturier. Mais pour autant, l'Allemagne, qui était sur un niveau record le mois dernier et qui recule un petit peu aujourd'hui, dit oui, mais en fait, nous, on commence à avoir des tensions d'approvisionnement. Est-ce que ça va devenir un vrai sujet pour les marchés financiers, ça ou ça va se réguler avec le temps? Ça va se réguler avec le temps. Donc on aura des moments où ce sera un vrai sujet, des moments où ce sera un peu moins, si j'ose dire. C'est pas en soi quelque chose qui doit être inquiétant. Ce sera l'occasion, ces phases de volatilité seront l'occasion pour nous de pouvoir entrer sur les marchés, compléter des positions lorsque ce sera nécessaire. Oui, donc, en soi, j'ai presque dire qu'on s'en réjouit. Oui, c'est pas plus mal d'avoir un peu de volatilité sur les marchés financiers. Un peu de volatilité, ça permet de respirer, et c'est bien. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que vous évoquiez la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. On constate qu'elle n'est pas en ligne droite. C'est-à-dire qu'il y a des moments, effectivement, où il y a des journées qui sont des journées de repli. Et cette tendance, ça va se confirmer avec le temps et continuera. C'est-à-dire que je pense qu'on a des marchés qui sont haussiers. D'accord. Je prends ce pari, haussier durablement, avec des phases de repli tactique qu'il faudra utiliser au mieux qu'on pourra. Donc, pas d'inquiétude particulière. Pas d'inquiétude particulière sur ce marché parisien. Vous regardez autre chose en Europe que le marché parisien? Oui, les tendances sont similaires selon vous? Les tendances sont assez similaires. L'ensemble de l'Europe se réouvre, donc profite, on l'a vu au niveau des PMI, ils sont dans l'ensemble très bons dans l'ensemble des pays. Et donc oui, nous sommes effectivement présents. On n'a pas une gestion qui est purement française, franco-française. On est une gestion internationale, donc on est présent sur les États-Unis, on est présent sur l'ensemble de l'Europe, y compris sur la Suisse, qui est un marché qui, de par notre histoire propre à Bordier, parce que Bordier est une banque suisse, c'est un marché que nous suivons avec intérêt, et sur lesquels il y a des belles opportunités sur des valeurs moyennes de capitalisation qui sont de jolies pépites sur lesquelles on veut être investi. Et alors justement, vous nous parlez d'opportunités. Qu'est-ce qu'on regarde quand on doit faire des choix d'allocation sur les marchés financiers dans un marché où il n'y a pas tant de volatilité que ça justement? C'est un exercice quotidien auquel on est tous soumis. Et en ce moment, ce qu'on regarde particulièrement, sachant que chez Bordier, on a plutôt une approche croissance traditionnellement, mais on ne peut pas rester exclusivement investi sur la croissance, sinon on est un petit peu en décalage par rapport à un CAC 40 qui n'est pas représentatif de cette stratégie de gestion croissance. Donc on est présent sur les cycliques, on est présent sur les infrastructures. Donc on construit peu à peu dans nos portefeuilles des positions sur des valeurs qui représentent ces thèses d'investissement, par exemple Alstom, par exemple Schneider dans l'industrie, ou par exemple aussi Saint-Gobain dans la construction. Ce sont des thèmes qu'on suit avec beaucoup d'intérêt et qui profitent de la réouverture des marchés. D'accord, donc on est là aujourd'hui dans un moment où on va regarder essentiellement des valeurs qui vont profiter de la réouverture des marchés. On va laisser de côté, ou en tout cas vivre les valeurs qui seraient peut-être plus technologiques. Alors on en a moins effectivement en France et en Europe qu'aux États-Unis, mais mais on est présent quand même sur la tech américaine dans nos portefeuilles. Et en revanche, ce serait une erreur de rester à l'écart des valeurs du luxe. Alors ça paraît un peu galvaudé parce que évidemment tout le monde dit que le luxe c'est extraordinaire, mais c'est vrai pour autant. Ça se voit dans les cours. Ça se voit dans les cours et ça se voit. Le luxe, ça représente un quart du CAC 40 aujourd'hui, et les performances moyennes depuis le début de l'année, c'est 25%. Donc être absent du luxe, c'est prendre un gros risque d'être en décalage par rapport aussi c'est ne pas suivre la tendance globale d'évolution du marché.
Donc ça, c'est pour les valeurs qui sont du coup dans les indices. Est-ce que vous faites d'autres recherches peut-être, ou on reste quand même sur ces grandes valeurs dont vous venez de nous parler? Non, on est en Europe. Sans donner forcément de valeur, mais peut-être des secteurs d'activité. On parlait du secteur de la santé tout à l'heure, qui est un secteur où un certain nombre de gérants sont sous-pondérés actuellement. On n'est pas très présent sur la santé. On y est présent historiquement, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement, c'est des valeurs qui sont chères et qui ne sont pas très entourées depuis le début de l'année. Donc, bien sûr. Ce qui est quand même assez étonnant d'ailleurs. Oui, mais précisément, c'est pas si étonnant que ça, parce que précisément, c'est le PE moyen de ces valeurs qui fait qu'il n'y a pas d'appétit particulier, avec une croissance qui est assez modeste. D'accord. Hein. Donc, c'est difficile d'aller acheter des valeurs qui sont chères sans croissance, embarquées. Bien sûr, complètement. C'est prendre des risques inutiles. Hein. Donc, oui, j'évoquais les infras, j'évoquais les cycliques. On est aussi présent sur une poche value. Par exemple, on n'est pas très intéressé à être investisseur sur les banques européennes, mais en revanche, on a des positions sur les banques américaines. D'accord. Qui nous paraissent être des bons vecteurs d'accompagnement de la réouverture des économies. Et qui marche d'ailleurs. Ça fonctionne bien, ce thème-là. Donc c'est une bonne idée d'être présent sur ce secteur. Et alors, pour finir, Patrick Guérin, si on parle d'horizon, donc de réouverture d'économie, des allocations que vous avez, ou même, qui sait, peut-être des indices, quelle est votre vision? Vous pensez aussi que, comme sur un marché américain, tout va se décanter sur Q3, Q4? On est sur un horizon encore plus lointain en Europe, peut-être plus proche? Alors, ce qui est certain, c'est que dans notre allocation, on a conservé une part US assez significative. À peu près la moitié de nos expositions actions sont sur les États-Unis, parce que même si pour le moment on souffre un peu, on est de l'avis de ce qui a été présenté par Eric il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'il y a encore des bonnes surprises à attendre sur les marchés américains à horizon 3e et 4e trimestre. Donc tout n'est pas encore dans les cours. Tout n'est pas dans les cours, donc il faut accepter pour le moment d'avoir peut-être une légère sous-performance, parce que quand on est investisseur sur les marchés d'actions, on n'est pas investisseur à 6 mois. On est investisseur sur une durée un peu plus longue. Donc c'est de la pédagogie qu'il faut faire auprès de nos clients. Et pour autant, on est aussi, bien entendu, présent sur les marchés, sur l'ensemble des marchés européens. Et un peu aussi en Asie, qui retrouve quelques faveurs après avoir été délaissé pendant le premier trimestre 2021. Injustement, je ne sais pas, mais en tout cas, ne pas être présent sur cette partie du monde, ce serait, je pense, une erreur aussi. Donc présence en Asie également. Oui. On se souvient d'ailleurs, il nous reste quelques instants, on se souvient que c'était un thème d'investissement qui était très présent à partir d'août, septembre. On en parlait énormément, puis on en a un petit peu moins parlé. Oui. Mais il faut quand même y rester. Enfin, il faut quand même rester présent sur cette région du monde. Bien sûr, parce qu'en fait, les cycles de croissance ne sont pas les mêmes. En Asie, une grande partie de la croissance, elle s'est faite avant l'Europe et avant la reprise des États-Unis. Bien sûr. Donc, c'est pas tout à fait étonnant que les indices chinois est un peu souffert pendant le premier trimestre. Après, je pense que c'est pas quelque chose qui est durable et on voit bien d'ailleurs les PMI en Asie ne sont pas si mauvais que ça depuis ceux qui ont été publiés en mai. Ça repart progressivement. C'est moins flagrant, mais ça reste. La croissance reste présente. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est moins impressionnant que la reprise qu'on peut voir, par exemple, en Europe, pour le coup. Merci beaucoup, Patrick Guérin, de nous avoir expliqué tout ça. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Bordier et Compagnie à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour 1 heure de décryptage des marchés financiers.